Et avant la mission, ça doit être chose non. Je vois qu'il faut de tentacules, il faut de placer soldat. Contrairement à ce que beaucoup racontent, lorsqu'ils se font arrêter, ils sont parfaitement au courant du caractère illégal de leur départ. Cela fait des années que l'on en parle partout, dans les villes, dans les villages. Lorsqu'un agent demande plus de 10 fois le prix habituel pour un visa, c'est un signe qu'il ne trompe pas. C'est clair que ces expulsions ne respectent pas les droits humains élémentaires. Être enchaîné dans un avion militaire pendant plus de 24 heures de vol, humilié, les mains attachées sur une chaise. Mais je pense que ces jeunes peuvent servir d'exemple et décourager les prochains candidats à l'immigration illégale aux États-Unis. Il y a une branche de la police du Pendjab qui est dédiée à la lutte contre les passeurs. Depuis ces expulsions, elle a ouvert ce qui aurait normalement pris beaucoup plus de temps.
Les jeunes de la classe moyenne et inférieure continuent à tenter leur chance, passant par l'Amérique du Sud. La chercheuse André à stopper l'immigration avec une approche simpliste. C'est un phénomène multifactoriel influencé au Punjab par le climat politique, les défaillances de l'éducation, la baisse des revenus dans l'agriculture. De plus, dans les États américains, il y a des Indiens du Punjab, mais aussi de l'Haryana et du Gujarat, un État fondé par le gouvernement de Narendra Modi comme l'un des plus développés. Tout cela les interroger. Sur les routes illégales de l'Amérique du Sud. Récemment expulsé des États-Unis, nous nous retrouvons dans ce village.
son homologue américain ce mardi. Les deux dirigeants ne se sont donc pas mis d'accord sur le cessez-le-feu total déjà accepté par l'Ukraine et voulu par les États-Unis. Joris Zilberman. Ce n'est pas du cessez-le-feu total et il n'est pas sans condition comme le réclamait Kiev encore ce matin. Selon la Maison-Blanche, Donald Trump et Vladimir Poutine veulent d'abord, je cite, un cessez-le-feu pour la production d'énergie et des infrastructures. Le Kremlin dit en effet avoir accepté de cesser les frappes sur les infrastructures énergétiques en Ukraine pour 30 jours. 30 jours, c'est la durée acceptée par Volodymyr Zelensky, mais pour une trêve dans les airs et en mer, les termes sont donc bien différents. En outre, le président russe fixe des conditions à cette trêve, parmi elles la fin, je cite, du réarmement de l'Ukraine. Il faut aussi préciser le contrôle effectif de la ligne de front, surtout l'arrêt de l'aide militaire étrangère et du partage d'informations à l'Ukraine, l'arrêt global de l'aide occidentale. Telles sont les conditions essentielles à un règlement du conflit selon le Kremlin. De son côté, la Maison-Blanche vante l'immense avantage d'une meilleure relation avec la Russie et d'annoncer que Trump et Poutine ont convenu de commencer immédiatement au Moyen-Orient des négociations sur l'Ukraine. Selon le communiqué de Washington, je cite, le sang et le trésor que l'Ukraine et la Russie ont dépensés dans cette guerre seraient mieux utilisés pour répondre aux besoins de leur population. Kiev appréciera. Joris Zilberman le disait, Vladimir Poutine a réclamé l'arrêt complet de l'aide militaire occidentale et du partage de renseignements à l'Ukraine. Réaction du président français Emmanuel Macron et du chancelier allemand Olaf Scholz, Kiev peut compter sur la poursuite de l'aide militaire. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est dit favorable sur le principe à la trêve acceptée par Vladimir Poutine, mais il insiste sur la nécessité d'obtenir des détails de Washington. Et il estime que les conditions de trêve posées par le président russe visent à affaiblir l'Ukraine. Gaza à nouveau plongé dans une peur abjecte. Réaction du chef du bureau des affaires humanitaires de l'ONU après les frappes israéliennes sur la bande de Gaza qui ont commencé la nuit dernière. Ce sont les plus violentes depuis le début de la trêve. Elles ont fait au moins 400 morts selon le ministre de la Santé du Hamas. Une trêve que le mouvement islamiste palestinien accuse le premier ministre israélien de vouloir torpiller. Parmi les personnes tuées dans ces frappes figurent le chef du gouvernement et le chef de la police du Hamas, ainsi qu'un responsable du djihad islamique. Selon le gouvernement de Benjamin Netanyahou, ces frappes découlent du refus répété du Hamas de libérer nos otages. Les négociations sur la suite du cessez-le-feu sont au point mort. Selon Agnès Levallois, vice-présidente de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient, elle lie ces frappes aux négociations. Il me semble que ça révèle la volonté ou l'absence totale de volonté d'Israël de poursuivre les négociations. On l'a vu dès le déroulé de la première phase de la trêve, où Israël en fait ne souhaitait pas passer à la deuxième phase, en dépit de l'accord qui avait été signé, et que depuis, eh bien, les menaces pesaient sur la bande de Gaza et sur le Hamas en particulier de la part d'Israël, qui en fait Israël remet en question les différentes phases de cet accord, et pour tenter de reprendre la main, eh bien, de relancer les bombardements, puisque de toute façon, Israël a toutes les cartes militaires entre les mains, et que le Hamas ne peut pas faire grand-chose en face. Agnès Levallois, elle était l'invitée de Clotilde Dumais dans RFI Midi. Le chef de la diplomatie israélienne affirme que l'opération militaire continuera dans les prochains jours. Ces attaques ont provoqué de nombreuses condamnations internationales, celles de plusieurs États arabes, de la Russie, de la France, qui appellent à un arrêt immédiat des hostilités qui, je cite, compromettent les efforts de libération des otages et menacent la vie des populations civiles de Gaza. De leur côté, les États-Unis jugent que le Hamas a choisi la guerre en refusant de libérer les otages. Selon Israël, les frappes ont été menées